Twip. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne vais plus rappeler qu'Aldricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises, enfin ses émissions en une seule prise, en one shot, sans filet, sans montage, à l'exception du petit fond sonore si vous tendez l'oreille, pour la simple et bonne raison que voilà, je me coltine un petit peu de montage pour cette nouvelle rubrique qui n'a toujours pas de nom. J'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, il fait beau aujourd'hui, après le passage de la petite tempête qui a balayé bon nombre d'arbres et autres détritus en tout genre sur la journée, enfin sur la nuit d'avant-hier à hier. C'était assez sympathique. Bref, voilà, petite digression mise à part. Je vais faire le point avec vous cette semaine de mes dernières expériences de lecture et de visionnage. Et on va tout de suite commencer du côté de la bande son. Côté son, il va s'agir en réalité d'un jumelage entre expérience sonore et expérience de visionnage, puisque j'ai découvert la sortie du documentaire qui est sorti vendredi sur Amazon Prime Video. Montre jamais ça à personne par rapport au personnage de Orelsan. Orelsan que j'avais découvert moi sur le titre Raelsan, donc je crois que c'est dans l'album Le Chant des Sirènes, si je ne dis pas de bêtises. Je ne m'étais pas plongé plus que ça dans son univers musical. Je suis plus orienté dans tout ce qui est pop, rock, gros son, un peu qui secoue un peu. Et en fait, il s'avère que par rapport à mon métier de tatoueur, on travaille en musique et le collègue, lui, il kiffe bien Orelsan et du coup, ça m'a permis en fait de découvrir un petit peu plus l'univers d'Aurélien Cotentin, de son vrai nom. Et le documentaire en lui-même est franchement hyper intéressant puisque, notamment avec l'écho de la polémique autour de son titre. Je vais éviter de me faire striker, mais sale poussin, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Je n'avais eu en fait qu'un seul son de cloche sur le propos. Alors oui, les paroles sont ultra violentes, ultra énervées, et en fait, effectivement, je pense que les choses ont été très rapidement dépassées par le bonhomme, et c'est hyper intéressant de voir en fait comment la situation a été vécue de ce côté-là, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous avoue très honnêtement que je ne connaissais pas plus que ça le rappeur Orelsan, et du coup à la sortie de ce visionnage de documentaire, je me suis plongé et replongé un peu plus en détail dans la discographie de ce rappeur, et j'aime bien, il y a des petites références geeks de temps à autre, forcément ça me parle, et puis du côté des punchlines, ouais, il y a des trucs qui font bien mouche. Donc voilà, mon expérience de visionnage et mon expérience de bande son, ça va s'articuler autour d'Orelsan. Donc montre jamais ça à personne, disponible sur Amazon Prime Video, et la discographie d'Orelsan en général, que ce soit Le Chant des Sirènes et les autres albums dont j'ai malheureusement oublié le nom. Je vais me faire incendier par les collègues, c'est cool. Côté expérience de lecture, cette fois-ci, du côté outre-Atlantique, on va s'intéresser à la sortie du 3e tome de la collection Marvel Next Gen, qui a été le sujet d'une de mes précédentes vidéos, d'ailleurs en compagnie, en guest, du personnage, du héros en personne. Je veux bien évidemment parler de Miles Morales Spider-Man, le 3e tome. Alors, dans cette collection, ne sont pas numérotés, mais sont juste titrés. Donc là, en l'occurrence, de grandes responsabilités. Hop, je montre ça ici correctement, voilà. En référence au précédent tome qui s'intitulait donc De grands pouvoirs. Là, on a affaire à un format, encore une fois, donc c'est couverture souple. Ce n'est pas un vrai format comics. On est entre le format comics et le format manga. Vous l'avez vu derrière moi. Si je pose
le bonhomme comme ceci. Vous voyez qu'on est sur un format un petit peu bâtard. Donc cet album contient les épisodes d'Ultimate Comics Spider-Man sorti en 2011 de 23 à 28, le crossover Cataclysme Ultimate Spider-Man 113 et Ultimate Spider-Man 200 qui était un numéro anniversaire, et c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi bien. Là ça va être scénarisé toujours par Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez. David Marquez fait tellement bien le taf que j'avais oublié que c'était lui au dessin, pensant que c'était Sarah Pichelli qui poursuivait en fait le truc. C'est juste toujours aussi cool. On est encore dans la période où Miles Morales est sur ses premiers pas de héros. On sent qu'il hésite énormément, alors qu'à chaque fois qu'il revêt le costume, il a des faits d'armes absolument dingos. On reprend par rapport au précédent tome, là où on s'était arrêté, à savoir un trauma qui a un petit vernis sélectif sans faire exprès pour vous montrer, voilà, que la collection est toujours aussi cool. Donc trauma, disais-je, digression mise à part encore une fois, qui incite Miles Morales à abandonner son rôle de Spider-Man, et pendant 1 an, en fait, il va uniquement se consacrer à sa vie d'universitaire, à sa vie de citoyen, entre guillemets. Il va s'occuper de son père, qui porte les séquelles aussi physiques de ce trauma. Et c'est franchement toujours aussi cool, ça, inutile de vous le rappeler. Donc pour vous donner une idée du style de David Marquez, voilà, ça donne ça. La colorisation est faite par, je pense, le regretté Justin Ponsor, qui nous a quittés il y a une paire d'années, je crois déjà. Mais ça fait toujours aussi bien le taf. Alors, comment? J'aimerais vous montrer d'autres images. Personnage de Jessica Drew que j'aime beaucoup, qui est très bien utilisé dans cet opus. Voilà. Donc moi définitivement, hein, Panini, les albums coûtent une blinde, les omnibus on n'en parle même pas. Mais la collection Marvel Next Gen, pour moi c'est un régal. Je suis sur le 3e tome et j'espère vraiment qu'il y aura un 4e tome qui va prendre la suite des aventures de Miles Morales, sachant que à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu la suite de ces aventures, je crois avec Saladin Ahmed, si je dis pas de bêtises, qui est en charge du titre. Donc voilà, c'est ma petite suggestion du moment, et pour 10,95 €, franchement, il n'y a pas photo, il y a à boire et à manger. Toujours expérience de lecture, cette fois du côté du soleil levant, puisqu'on va parler manga. Kazé a eu la bonne idée de nous sortir un premier titre qui est extrêmement prometteur, que j'ai pris plaisir à lire. Il s'agit du très médiatique Kaiju numéro 8. Très médiatique parce que signalé comme meilleur démarrage en France, tant mieux. Après, est-ce que meilleure vente? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, puisqu'en fait, l'intelligence de ce propos porté par Naoya Matsumoto va s'intéresser donc sur l'univers du kaiju. Les kaiju sont donc ces monstres géants qui viennent attaquer les humains. Exemple type, le film Pacific Rim de Guillermo del Toro, que je ne saurais trop vous conseiller, en est un très bon exemple. Donc Matsumoto va proposer en fait l'envers du décor. On va suivre Kafka Ibino, Kafka qui est un prénom un peu commun, je pense, en référence au célèbre romancier du même nom. Kafka Ibino qui, avec une envie qu'un objectif dans la vie,
faire partie des forces de la défense capables de contrer ces fameux kaiju. Mais il a fini par lâcher l'affaire parce qu'il n'arrêtait pas d'être calé et finalement il est devenu un peu le balayeur, le concierge si on peut dire, qui va s'occuper de déblayer les dégâts une fois que le combat a fini de faire rage. Et en fait on nous le présente un petit peu comme un loser entre guillemets. Le fait est qu'après avoir intégré dans son équipe une nouvelle recrue qui dit clairement qu'il est là de passage juste pour la formation pour pouvoir ensuite postuler aux fameuses forces de la défense, se permet de glisser Coco, la limite d'âge en fait elle est repoussée, donc tu peux encore te présenter si tu as vraiment la motivation. Du coup Ibino il est regonflé à bloc, sauf que un monstre surgit et est en passe de le dégommer. Dans un élan d'héroïsme, il sauve son pote, il prévient les forces de la défense qui dégomment le monstre en question. Ils finissent tous les deux à l'hôpital. Et à l'hôpital, il se passe un truc un peu bizarre. Une bestiole, voilà, s'engouffre dans le bonhomme, provoquant cette réaction. En gros, on va apprendre très rapidement que Kafka Ibino va avoir les facultés en fait d'un kaiju, mais à échelle humaine. C'est très drôle, c'est très dynamique. Le style graphique, franchement, est très sympathique. J'ai presque envie, je pense que je vais faire des flash tattoos, des motifs flash sur l'univers de Kaiju numéro 8. Je pense. Il y a des trucs très cool à faire dessus. Le personnage graphiquement me fait un peu penser à un mélange entre Ghost Rider et Venom. Je sais pas si vous voyez bien le délire. Mais c'est très très cool. J'ai déjà lu le manga 2 fois et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite qui devrait sortir en décembre de cette année. Donc voilà, mon expérience de lecture côté manga, c'est Kaiju numéro 8, édité chez Kazé par Naoya Matsumoto. Dernière expérience de lecture et non des moindres, puisqu'on va s'intéresser au fils de Stephen King en personne, à savoir Joe Hill, qui nous a fait un super cadeau en la présence de Basket Full of Head de la collection DC Black Label dans la série Hill House, une toute nouvelle collection publiée chez DC Black Label, collection qui sera exclusivement consacrée aux récits horrifiques type Conte de la Crypte, Vault of Horror, tout ça. Basket Full of Head, de quoi ça parle? En fait, je vais juste vous dire que j'ai énormément apprécié la lecture de ce titre parce que j'ai pas eu la curiosité de lire la 4e de couverture qui vous balance quand même pas mal d'informations et l'effet de surprise, le plaisir de la découverte s'en retrouve un peu émoussé, je pense. Dites-vous simplement que nous sommes en 1984, que nous sommes sur une petite ville insulaire, sur une petite péninsule coupée du continent. Une jeune demoiselle va retrouver son petit ami qui vient de terminer son stage dans les forces de l'ordre locales. Et il s'avère qu'en fait des prisonniers se sont échappés. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Pensez juste simplement que ça parle d'une jeune femme, qu'elle porte un ciré jaune et qu'elle a un panier plein de têtes. Voilà. Je vais juste vous montrer très rapidement, sans spoiler, le style graphique. On est loin du style graphique de David Marquez ou de Matsumoto qui va être extrêmement fin, lissé, complet. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus rugueux, un petit peu plus brut. J'ose faire un petit parallèle avec Chris Samney qui joue énormément, voilà, avec ce type d'ambiance, des aplats de noix, des teintes assez obscures.
C'est franchement très très cool. Et c'est franchement très très fun à lire. J'avais l'impression de lire en comics un épisode des Contes de la Crypte. Voilà. Je peux pas le dire autrement. En plus de ça, on vous le vend avec le petit macaron par le créateur de Lock and Key. Si vous ne connaissez pas le comics de Lock and Key, lisez-le, vraiment, c'est une très bonne expérience de lecture, très dérangeante. Si vous avez vu la série disponible sur Netflix, qui est adaptée de la série de comics Lock and Key, et que vous avez aimé, dites-vous que c'est le vernis seulement. Le comics, clairement, c'est le gâteau, c'est ce qu'il y a en dessous. Basket Full of Head, j'adorerais avoir une adaptation en téléfilm ou en film tout court de cette histoire. Joe Hill et Léo Max au dessin. C'était ma suggestion comics du moment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ces expériences de visionnage, de lecture et d'écoute vous auront donné envie d'en savoir un peu plus. Auquel cas, si vous connaissiez déjà les titres évoqués dans cette vidéo, que vous ayez aimé ou non, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est votre espace et ça fait toujours plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Je terminerai simplement à titre de post-scriptum qu'à l'heure actuelle, les fêtes arrivent à grands pas et je me suis lancé en fait dans la réalisation de petites illustrations de cet acabit-là. Donc un petit original, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter mon profil Instagram, je mettrai le lien en description. Les originaux sont à vendre, l'Octoberserk bat toujours son plein, et puis voilà. Donc n'hésitez pas, restez à l'écoute, merci encore pour votre fidélité. Si vous aimez ce format, dites-le moi dans les commentaires vraiment, parce que là je sais que la fréquence de publication de vidéos sur Alricoscope est un peu plus chamboulée et un peu plus espacée, mais j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus consistant et fourni. Si vous aimez, j'aime pas le dire, mais vous devinez, hein, voilà, ça, la petite cloche. Non, ça fait pas le bruit de cloche, mais bon. Prenez soin de vous, pleine inquiétude, et à bientôt pour de prochaines expériences, pour une prochaine vidéo. Salut! Post-scriptum numéro 2. J'ai oublié de mettre que dans les originaux, il y aura énormément de fanart tirés de personnes emblématiques de la pop culture, que ce soit du comics, mais aussi du manga, du jeu vidéo et du cinéma. Voilà. Et je fais aussi un appel à votre imagination. Si la nouvelle émission dominicale vous plaît et qu'elle dure sur la chaîne, quel serait son titre? À vous de décider. Et ça tombe bien, je dois couper, mon fils vient de rentrer.